Dernière partie de cette matinée, le regard croisé des 5 régions littorales directement concernées par le développement des filières. Je vais demander donc aux représentants de ces 5 régions de bien vouloir me rejoindre sur scène. Sébastien Pilard pour la région Pays de la Loire, Dominique Ramard pour la région Bretagne, Agnès Langevin pour la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, Sophie Gauguin pour la région Normandie, et puis Alain Rousset pour la grande région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. Et Jean-Louis Ball va se joindre à eux. Alors il n'y a pas de plan de table, installez-vous par affinité, en fonction des projets que vous avez envie de porter. Alain Rousset va vraisemblablement nous rejoindre rapidement. Alors, pour votre information, cette table ronde va se dérouler en 3 temps. Premier temps, je vais demander à Jean-Louis Ball, président du syndicat des énergies renouvelables, qui a attentivement écouté, organisé d'abord, conçu le programme de la journée d'hier avec ses équipes, de vous faire une synthèse des faits saillants de ces 3e assises des énergies marines renouvelables qui se sont déroulées ici même hier. Deuxième temps, je vous laisserai réagir par rapport à ce que Jean-Louis Ball vous aura présenté, réagir, on va dire, par rapport au constat, par rapport à l'existant, par rapport à l'état des lieux qui a été fait hier et qui a continué ce matin. Et puis, troisième temps de cette table ronde, là, je vous demanderai plus d'engagement, de militantisme pour les énergies marines renouvelables. Qu'est-ce que vous, en région, vous engagez à faire? Qu'est-ce que vous avez mis en place comme outil, comme projet, comme programme? Et puis, finalement, surtout, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez de l'État? Qu'est-ce que vous attendez des différents acteurs de la chaîne de valeur? Qu'est-ce que vous attendez de tous ceux qui sont dans la salle, les industriels, les porteurs de projets, les représentants, vos collègues représentants des régions, et puis les représentants de toutes les institutions qui sont ici dans la salle aujourd'hui. Alors Jean-Louis Ball, pour commencer, qu'est-ce qui s'est dit d'important hier aux 3e assises des énergies marines renouvelables? Alors, bon, merci de me donner la parole. Je voudrais d'abord dire que le programme de ces assises, c'est surtout mes équipes qui l'ont composé. Moi, je n'ai fait que le valider. Et je dois dire que je repose sur une équipe de très grande qualité. Alors, ce serait un peu prétentieux de vouloir faire en quelques heures, enfin, après quelques heures. Quelques heures. Disons 10 minutes. Non, mais en quelques minutes, mais après quelques heures, la synthèse de tout ce qui s'est dit, hier. Donc, je vais essayer de vous dire ce que moi j'en ai retenu dans ma petite tête. Mais je voudrais commencer par vous expliquer pourquoi, après Cherbourg et Nantes, pourquoi on est venu à Biarritz. Et c'est pas uniquement parce que le président Rousset, je ne sais pas s'il est encore dans la salle, c'est pas parce qu'il m'a appelé un jour pour me convaincre d'organiser les assises à Biarritz, mais c'est une des raisons. Mais c'est surtout parce que même si les appels d'offres pour les grandes installations éoliennes offshore, les appels à projets pour les technologies innovantes, ce sont des appels d'offres nationaux, il n'empêche que le développement de ces projets, il se fait au niveau local, que le développement économique qui est engendré avec le développement de PME derrière tout cela, c'est quelque chose de local. Et nous avons consulté nos adhérents avant de savoir où on allait aller, et la réaction était tout à fait unanime. Il faut aller en région, il ne faut pas le faire à Paris, tel que certains en avaient le projet. Alors, la deuxième question qu'on peut se poser à propos de ces assises, c'est à quoi ça sert? Les journalistes me l'ont posé la question hier. Alors, nous avons une échéance annuelle avec ces assises, et je pense que c'est un moment très important. On se donne des jalons, et ça permet de confronter l'opinion des pouvoirs publics nationaux, les engagements des collectivités, la coopération recherche-industrie, la coopération au sein de l'industrie entre grands groupes et PME, les associations environnementales. Je pense que c'est une occasion unique de confronter l'ensemble donc de tous ces organismes et de faire avancer
la réflexion et de faire avancer donc la politique, la stratégie de déploiement de nos énergies renouvelables marines. Alors pour venir maintenant à ce qui a été dit hier, donc je ne vais pas revenir sur mon propre discours, mais peut-être sur celui qui a été lu par Bruno Légevin, que je remercie au passage, celui donc de Laurent Michel. Qu'est-ce qu'il faut retenir? D'abord, je rassure tout le monde, je pense que nous allons sur le site des Assises publier un résumé de ce qui a été dit par Laurent Michel, de façon à ce que tout le monde soit bien au courant de ce qui a été dit, de ce qui a été transmis donc par les pouvoirs publics. Ce que je retiens, moi, du discours de Laurent Michel, c'est que la stratégie de déploiement des énergies renouvelables marines avance pas à pas. On a fait des progrès évidents depuis l'année dernière. On a eu beaucoup de précisions sur le 3e appel d'offres éolien offshore, même si on est encore en attente d'avoir plus de zones que ce qui a été annoncé. On a eu également donc pas mal de précisions sur les appels d'offres commerciaux, sur l'éolien flottant et sur l'hydrolien, même là encore si nous savons que nous avons à travailler avec l'administration sur la nature même de ces appels d'offres. Donc je pense que ce qu'il faut retenir du discours de Laurent Michel, c'est que la politique de déploiement des énergies renouvelables marines a encore avancé d'un cran dans la structuration. Il y a encore beaucoup de choses à faire et nous espérons qu'il y aura une continuité au-delà de 2017. Et si je reviens maintenant au programme des tables rondes, je vais essayer de balayer rapidement les principales thématiques qui ont été abordées. Il y a eu d'abord la question de la planification et la concertation. Et là, moi, je retiens surtout une très bonne nouvelle, c'est la nomination de Catherine Chabot, et qui a comme déléguée à la mer et au littoral, parce que c'est quelqu'un qui connaît la mer, parce que c'est quelqu'un qui a une sensibilité environnementale, et dans l'organisation des concertations, c'est quelqu'un qui n'oubliera personne dans les usagers de la mer. Ça nous a été rappelé, il faut avoir une concertation qui commence le plus en amont possible et n'oublier personne. Donc on a cité le cas des surfeurs qui avaient été oubliés sur un des projets d'éolien marin. C'est quelque chose qu'il faut éviter. Et je pense que Catherine le fera très bien, surtout, et c'était un peu l'objet de notre discussion hier soir avec les représentants des régions, surtout si on associe dès l'amont les collectivités locales et notamment les régions. Mais je ne vais pas anticiper le débat qui va avoir lieu maintenant. J'ai retenu aussi que pour le raccordement, RTE était prêt. RTE était même prêt à faire des miracles, à résoudre les problèmes dits impossibles. Une autre thématique qui a été abordée hier et qui a encore été beaucoup abordée ce matin, c'est la question de la baisse des coûts. Je ne vais pas revenir en détail dessus. Je retiens en tout cas, mais ce n'est pas une surprise parce que nous l'avons nous-mêmes exprimé, que le paramètre essentiel, ce sont les volumes. Et j'ai retenu donc de ce qui a été dit par Giles Dixon tout à l'heure, l'objectif de 100 € par mégawattheure en 2020, alors que le nôtre, c'est 100 € par mégawattheure en 2030. Alors pourquoi une telle différence? Moi je l'explique surtout d'abord parce que les conditions de vent ne sont peut-être pas les mêmes en Europe du Nord qu'en Europe centrale, mais également parce que les projets que nous voyons à 100 € du mégawattheure en 2030, ils auront été décidés en 2020. Et on revient sur la question de la longueur des procédures. La baisse des coûts, c'est aussi une question d'innovation. Et là, je voudrais souligner le rôle très important que tient l'ADEME sur le financement de l'innovation. Et je vais y revenir ensuite sur la question du développement industriel. Une autre nouveauté par rapport à l'année dernière concernant la baisse des coûts, c'est qu'aujourd'hui, on ne fait plus seulement des projections, on fait des constats sur la baisse de ces coûts qui sont en train de confirmer et voire même d'amplifier les prévisions que nous avions faites. La question du développement industriel, parce qu'elle est extrêmement importante.
Je voudrais d'abord souligner, et ça a été repris par au moins 3 intervenants hier, le succès du programme Windustry. Alors, je vais peut-être aller un peu à l'encontre de ce qu'a dit le président Rousset tout à l'heure, mais Windustry, ça favorise le développement de fournitures de composants, le développement de sous-traitants et de sous-traitants qui sont pour la plupart des industriels, des petites entreprises ou des ETI. Et le constat que je fais dans les chiffres qui ont été présentés par Giles Dickson tout à l'heure, c'est que tous les grands projets éoliens offshore qui ont été réalisés l'ont été par des grands groupes, pas par des ETI ou des PME. Et ça se comprend. Un projet de 500 mégawatts en éolien offshore, c'est 2 milliards d'investissements. Ce n'est pas à la portée d'une PME. Et donc, le rôle que nous tenons, nous, au CER, dans le cadre du programme Windustry, c'est de favoriser justement le développement, l'insertion des PME dans ces programmes de développement de l'éolien en mer et dans le futur, donc des énergies marines. Et je signale à cette occasion que nous organiserons les prochaines rencontres Windustry en décembre prochain à Montpellier, parallèlement aux rencontres avec les collectivités et entreprises donc, dans le secteur des énergies renouvelables que nous ferons en partenariat avec la région. À quelle date? La date? C'est 14 et 15 décembre. Et Energaia, donc en parallèle. La question du développement industriel, elle est très importante parce qu'elle favorise l'acceptabilité. Plus il y a d'emplois industriels et plus tous les autres usagers de la mer acceptent le développement, et notamment les pêcheurs. Les pêcheurs pour lesquels moi j'ai un très grand respect. Et le programme Windustry, il porte déjà ses fruits. Même si on n'a pas encore de réalisation sur le territoire national, on a déjà des entreprises qui ont bénéficié du programme Windustry et qui fournissent des composantes à l'exportation. Et je rappelle, au niveau du développement industriel, les avancées qu'on a pu constater c'est depuis 12 mois, avec notamment la réalisation de la première hydrolienne connectée au réseau, et c'est une PME, Sabella. La mise à l'eau et bientôt connexion de 2 hydroliennes à Paimpol-Bréhat, et là il s'agit de 2 grands groupes, EDF associés à des CNS. L'usine de GE Alstom à Saint-Nazaire pour la production des nacelles de l'Aliade, donc 6 MW, et on est évidemment en attente de la confirmation des investissements industriels d'Adouen. J'ai retenu aussi, et ça a été repris dans le débat avec Giles Dickson, la nécessité d'une coopération européenne si nous voulons résister aux concurrences américaines, chinoises et autres. Et puis finalement, le dernier atelier qui était consacré au financement et qui a mis en valeur les financements européens disponibles pour des projets réalisés en France, qu'il s'agisse de projets de démonstration, des projets de développement, mais également donc, pour la réalisation de projets commerciaux dans le cadre du plan Juncker. J'ai noté aussi, et là aussi il faudra qu'on fasse une communication sur les différents outils mis à disposition des entreprises par le Trésor en vue de marché à l'exportation. Et j'en profite pour rappeler que le marché mondial est largement supérieur au marché français et donc que nous avons, et nous le faisons déjà, à prendre pied donc, sur ces marchés à l'export. Et je terminerai par la citation de Bruno Léchevin, « On n'exporte bien que ce que l'on fait bien chez nous ». Merci Jean-Louis Bal, merci pour cette dernière phrase qui s'applique ô combien au secteur énergétique.
Moi, j'ai le ciblé uniquement sur les énergies renouvelables. Je l'avais compris comme ça aussi, je crois. Réaction maintenant des 5 régions par rapport à cette vue d'ensemble des échanges d'hier et ces 6 grands points qui ont été cités à l'instant. On va commencer avec Sébastien Pilard. Il est vice-président délégué à la croissance bleue et au développement international de la région Pays de la Loire. Je vais demander au président Rousset, puisqu'il nous a rejoint, de venir sur scène avec eux pour que les 5 régions soient bien représentées et qu'ils puissent là aussi réagir. Il a écouté attentivement tout ce que Jean-Louis Bal disait. Il pourra également réagir. On commence avec Sébastien Pilard. Quel est votre constat sur ce qui vient d'être cité? Planification, concertation, association dès l'amont, tout ce qui vient d'être dit. Sébastien Pilard. Bonjour à tous. Alors c'est vrai que la région de la Pays de la Loire n'est pas forcément la région la plus connue, mais pourtant on participe à la coloration. Et bon, président Rousset, vous avez oublié en citant toutes les régions, mais la région Pays de la Loire, et je dirais, est en pointe sur un certain nombre de sujets, notamment sur les énergies marines renouvelables. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en fait en termes d'état des lieux dans la région? Qu'est-ce qu'on a fait depuis, d'ailleurs, qui a bien commencé avant d'ailleurs qu'on arrive aux responsabilités? On a essayé de construire en fait déjà on a cru depuis le début aux énergies marines renouvelables. C'est un point important. On a tout de suite identifié le fait que c'était une priorité pour nous, pour nos territoires et pour l'économie de notre région, mais aussi plus largement pour l'économie française. Et donc on a essayé de bâtir une stratégie en reposant sur les atouts de nos territoires. Voilà. Donc quels sont-ils nos atouts des territoires? C'est déjà des infrastructures avec STX, bien évidemment, donc un chantier de construction navale, mais aussi un grand port maritime qui est performant. Un tissu de recherche et d'innovation qui sont avec des laboratoires, avec l'école centrale de Nantes qui, je dirais, est très en pointe sur la recherche et surtout le partenariat avec les industriels, et surtout aussi avec un certain nombre d'infrastructures, là encore, de bassins, de souffleries et une centrifugeuse. Voilà. Et ensuite, on a, avec cette historique de construction navale, un tissu d'industrie assez forte dans la construction. Et enfin, je pense que c'est peut-être la chose la moins matérielle, mais peut-être la plus significative. Et je pense qu'on n'a pas l'exclusivité, mais chez nous, c'est quelque chose de très fort. Il y a un esprit collaboratif très fort entre les PME, les industriels et les laboratoires de recherche. Donc, mis ça tout bout à bout, je dirais qu'on a essayé de construire une stratégie assez dans la continuité, en tout cas de ce qu'on sait faire, et ce qui est arrivé à des résultats. Voilà. Et moi, je crois sincèrement qu'il faut absolument démontrer, et c'est peut-être les énergies marines renouvelables, on en parle beaucoup, et en France, en tout cas dans les différents territoires, les Français ont tendance à attendre un peu des résultats concrets, visibles, c'est-à-dire qu'est-ce que ça donne. Donc il faut sortir aussi des conférences, des laboratoires, des centres de recherche pour montrer que ça devient une réalité. Et on a dans les Pays de la Loire et notamment la chance de pouvoir avoir un écosystème d'innovation et de recherche avec le Technocampus Océan, avec l'IRT Jules Verne. On a su attirer un grand nombre, en tout cas un environnement de recherche assez forte, justement pour qu'il y ait une émulation de recherche. On n'est pas, encore une fois, notre région n'est pas la seule à l'accueillir, mais on a la chance de pouvoir profiter d'infrastructures très fortes pour créer cette émulation, parce que comme Monsieur le Président, vous disiez tout à l'heure que la compétitivité se gagnera à travers la recherche, ça j'y crois sincèrement, et la recherche passe aussi par une émulation pour que les gens se parlent entre eux, des gens qui appartiennent à des entreprises différentes, des laboratoires différents, pour justement construire un avenir commun sur les EMR. On a aussi la chance d'avoir un centre d'expérimentation qui est implanté, donc SEMREV, qui va accueillir l'une des premières LEN flottantes, en tout cas la première en France. Et ça, c'est pour nous quelque chose d'important parce que l'innovation, la recherche sur l'expérimentation, je dirais que c'est quelque chose c'est dans la suite logique. Et donc on devait justement mettre le paquet pour sortir ce centre d'expérimentation, pour justement avoir l'ensemble de la chaîne. Et encore une fois, pour nous, en tout cas les personnes, les habitants de notre territoire, de pouvoir montrer que des éoliennes en mer, ça existe, voilà, et que ça va devenir de plus en plus une réalité. Et enfin,
bien évidemment, il y a la structuration du tissu industriel avec le grand port maritime, la mutation et les chantiers de STX, et puis de faire monter, là je partage parfaitement sur l'enjeu important, et on en reparlera certainement tout à l'heure dans les perspectives, c'est l'atout numéro 1, c'est de faire émerger une filière industrielle française aussi. Voilà. Et le dernier point, c'est sur les champs qui sont chez nous. Donc on a 2 champs de 500 mégawatts chacun. L'objectif, c'est que ça se passe le mieux possible. Voilà. Et que ces projets sortent le plus rapidement possible, parce qu'encore une fois, je pense sincèrement que notre filière, la filière, gagnera en tout cas en France lorsque les Français verront que il y a des éoliennes aujourd'hui en France qui produisent de l'électricité et tout fonctionne, les entreprises auront des marchés, les laboratoires pourront, je dirais qu'il y a une émulation qui va se créer, mais cette émulation passe aussi par de la réalisation. Et ça, sur ce pavé-là, je dirais que le rôle de la région et le rôle dans lequel on essaye de s'inscrire, c'est justement de faciliter les choses entre les donneurs d'ordre, les PME, les différentes autorisations, mais aussi l'opinion publique, qui est quelque chose de sensible, on le sait tous. Alors je ne veux pas comparer, mais nous, en Loire-Atlantique, on a eu un retournement d'opinion publique sur un certain aéroport, et on sait à peu près comment ça se passe. Même s'il n'y a pas de comparaison possible, mais on voit très bien qu'il faut faire attention à ça, et que cette émulation positive, aujourd'hui, ne peut supporter aucune tâche. Et donc il faut aujourd'hui créer ce destin commun entre la partie donc réalisation, innovation, recherche, PME, acceptation de l'opinion publique. Et c'est justement dans cette perspective-là que nous sommes totalement mobilisés. Merci Sébastien Pilard. Alors à partir de là, j'aurais pu les faire parler dans un ordre différent. J'aurais pu donner la parole en premier aux dames qui sont sur scène. On n'en a pas eu beaucoup pendant ces assises des énergies marines et pour cette première session. J'aurais pu commencer par les présidents, terminer par les vice-présidentes. C'est toujours un choix difficile. Alors on va tout simplement, comme je leur ai dit, de s'installer par affinité en fonction des projets qu'ils avaient. La Bretagne s'est installée à côté des Pays de la Loire. J'ai donc tout naturellement donné la parole maintenant à Dominique Ramard, conseiller régional délégué à la transition énergétique à la région Bretagne. Il est également maire de Saint-Juvat et vice-président de Dinan Communauté en charge du développement durable. Dominique Ramard. Merci Monsieur Rocher de me faire passer pour un goujat en volant la parole aux femmes. Absolument pas, non. J'ai pris l'ordre. Je vais essayer de montrer que je suis quand même poli en remerciant les Aquitains de leur accueil, cher Alain Rousset, et également tous les élus locaux qui sont présents dans la salle. Et puis remercier aussi les organisateurs, Marc Lafosse et puis le syndicat des énergies renouvelables par l'intermédiaire de Jean-Louis Ball pour l'organisation de cet événement qui est très important bien sûr pour la filière, mais aussi pour les territoires littoraux comme les régions qui sont représentées à la tribune. Alors effectivement, affinité avec les Pays de la Loire, géographiquement déjà, on est proche, mais en plus on sait qu'aujourd'hui on doit passer à un nouveau stade en termes de développement des énergies marines, qui est celui de la coopération entre régions. On a vécu une première phase où on a plutôt essayé de défendre nos propres atouts. Maintenant, moi, ma conviction, c'est que les complémentarités sont évidentes entre les différentes régions littorales et régions des énergies marines, et que donc on va passer à une phase de coopération. Et donc cet après-midi, avec Sébastien Pilard, on annoncera l'organisation d'un événement commun autour de l'éolien flottant qui aura lieu à Brest pour les 2 premiers jours, les 12 et 13 octobre, et qui se terminera par un cycle de visites en Pays de la Loire, notamment sur le site de Semreve, qui accueillera la première éolienne flottante française. Donc vous donnez rendez-vous à 14h pour cette conférence de presse commune que vous allez tenir. 14h sur le stand Pays de la Loire, si j'ai Voilà, donc ça commence en Pays de la Loire et puis le pot est sur le stand Bretagne. Très voilà, bien, on s'est réparti les choses. Vous préférez le cidre. Voilà. D'accord. Alors, je vais rebondir aussi par rapport à ce que Jean-Louis Ball a pu nous dire en introduction. Il l'a cité, aujourd'hui, les projets en termes d'énergie marine qui existent de manière concrète sont en Bretagne. Notamment avec les 2 hydroliennes de Paimpol-Bréal. La deuxième vient d'être mise à l'eau en tout début de semaine. Donc le raccordement ne saurait pas tarder. Et puis l'hydrolienne Sabella qui, elle, a été raccordée à l'île d'Ouessant et qui a fourni les premiers électrons
électrons hydroliens, donc un réseau électrique. Et donc ça a bien fonctionné. Donc voilà, ça rassure tout le monde sur le fait que ça produit, même mieux que prévu. Ça a aussi permis à l'île d'Ouessant de continuer dans sa réflexion de transition énergétique. Et puis je pense que aussi, grâce à ces démonstrateurs, on est en train d'apprendre ce que c'est que le développement donc, des énergies marines. Et il y a déjà donc, des retours d'expérience qui vont pouvoir bénéficier à l'ensemble de la filière grâce à ces premiers projets. Alors bien sûr, je dois aussi mentionner l'usine marémotrice de la Rance. Alors, Ça, c'est pas d'hier quand même, inauguré en 66 par le c'est grand ça. Charles. Mais c'est aussi pour inviter tout le monde aux 50 ans en fin d'année. Voilà. Très bien. Mais si j'en parle, c'est pour faire le lien avec les premiers retours aussi liés aux démonstrateurs hydroliens. C'est qu'on n'aura pas de développement de ces technologies si on n'intègre pas les questions environnementales en amont, mais aussi avec un suivi donc, tout au long du développement des projets. Aujourd'hui, bien sûr, l'usine marémotrice, elle fournit 3% de l'électricité bretonne, mais c'est aussi pour nous un premier retour d'expérience sur la façon dont on doit identifier les impacts de ces technologies et que finalement, ces technologies vont modifier l'environnement naturel et on a besoin aussi de travailler sur la bonne intégration de ces technologies vis-à-vis donc, du milieu qui les accueille. Donc pour moi aujourd'hui, l'usine marémotrice, bien sûr, grâce à elle, on a de l'énergie propre donc, développée sur le territoire et c'est tout près de chez moi, donc je peux dire que c'est peut-être des électrons d'origine marine qui alimentent mon territoire, mais c'est aussi donc, un projet sur le plan environnemental qui aujourd'hui nous a appris beaucoup et nous apprend encore. Je continue sur un peu le panorama de là où nous en sommes. Je pense que dans 5 ans environ, on aura pratiquement toutes les énergies marines qui auront été développées sur le territoire breton. On aura le parc éolien posé de la baie de Saint-Brieuc avec Iberdrola à Douenne, donc le projet El Marine. On aura donc un projet pilote au niveau de l'éolien flottant une fois que les annonces positives auront été faites en fin d'année. Et puis le houlomoteur qui fait aujourd'hui le suivi d'une étude sur la baie d'Audierne sera également quelque chose présent en Bretagne. Alors les énergies thermiques des mers, tout le monde me dit mais voilà, en Bretagne c'est pas possible. Pas assez de différentiel de température, il faut au moins 20 degrés entre la surface et le fond. Voilà, en Bretagne, vous avez pas. c'est pour juste être précis, donc DCNS développe son projet d'énergie thermique des mers pour la Martinique en Bretagne. Voilà. Il le développe, mais il ne le teste pas. Non, mais Il va le tester chez... Alors juste, il faisait meilleur en Les Bretagne hier matin qu'à Biarritz, quand je suis parti. Je suis désolé à la Roussée. Au passage, on rétablit une petite réalité. Alors, pour amener quelques éléments aussi plutôt d'ordre stratégique, donc les enjeux pour un territoire comme la Bretagne sont bien sûr nombreux dans le développement de la filière énergie marine. Je vais juste citer 3 ambitions principales qui sont les nôtres. C'est d'abord l'ambition énergétique. Donc la Bretagne produisait 5% de son électricité en 2005. Nous sommes désormais à 15%. Ça s'est fait essentiellement grâce à l'éolien terrestre. Désormais, on pense que c'est vraiment les énergies marines qui vont être le relais supplémentaire pour pouvoir donc aller vers une forme d'autonomie énergétique à un horizon qui reste encore à préciser. Le deuxième point, c'est qu'on s'inscrit dans une logique industrielle. Aujourd'hui, on a déjà des entreprises bretonnes qui apportent leur contribution. On a vu Sameto Technifil hier qui donc fabrique des pièces qui vont dans les éoliennes à Douenne qui seront installées à Vikinger. Donc voilà, c'est parti. On a également donc les pales d'hydroliennes donc de Open Hydro qui sont fabriquées à Lorient. Voilà, l'industrie des énergies marines, elle est déjà en marche. Il y a bien sûr, tout le monde attend les usines, les emplois. En fait, ça existe déjà. Donc il faut qu'on sache se le dire. Et puis le dernier point, c'est la question de la planification, de la concertation. Donc en Bretagne, on a développé une méthode. Aujourd'hui, que ce soit la conférence régionale mer et littoral, que ce soit la conférence bretonne de l'énergie, c'est 2 instances qui regroupent tous les acteurs qui sont concernés par les énergies marines. On arrive à en fait travailler très en amont. Effectivement, il faut commencer très tôt l'appropriation de la question des énergies marines. Et quand tout le monde arrive à dire quelle est sa vision des énergies marines,
on arrive à construire les bons compromis pour déterminer les zones les plus propices pour accueillir tel ou tel type de technologie. On l'a fait sur l'éolien posé donc, en 2010 pour définir la zone de Saint-Brieuc. On est en train de le faire sur l'hydrolien. Donc, les zones du Fromveur et de Paimpol-Bréhat vont être précisées pour accueillir là des fermes commerciales. Et nous sommes dans la 3e phase qui concerne l'éolien flottant. Alors, bien sûr, la ferme pilote de Groix, on va désormais travailler au développement de 2 zones supplémentaires pour accueillir de l'éolien flottant, mais là sous forme commerciale à l'horizon 2025-2030. Et donc le dernier mot de conclusion que je ferai, c'est qu'aujourd'hui nous avons une feuille de route en cours d'élaboration. Elle sera proposée au vote du Conseil régional à la fin du mois, et que cette feuille de route, ce n'est pas une feuille de route seulement bretonne, c'est plutôt notre vision de façon à ce que les acteurs puissent se positionner, qu'ils soient bretons ou des autres régions, et bien sûr de la filière. Merci Dominique Ramard, merci surtout d'avoir rééquilibré les différentes filières entre elles. Merci de nous avoir invités tous ici présents aux 50 ans de l'usine marémotrice de la Rance, quelque part entre Dinard et Saint-Malo. Vous enverrez à toute l'assistance un petit lien pour savoir où ont lieu ces 50 ans. L'usine marémotrice de la Rance, qui est à la fois du marémoteur, qui est à la fois de l'hydrolien fluvial, puisque l'eau de la Rance est turbinée au passage, qui est également une STEP, station de transfert d'énergie par pompage, et bref, qui depuis 1966 est une des façons les plus économiques de produire de l'électricité en France. C'est pour ça que je suis obligé de revenir sur ce que François Brotte, le président de RTE, a dit hier. Les énergies marines, aujourd'hui, on les voit déjà sur l'application Ecodomix. L'usine marémotrice, elle apparaît déjà sur le flux de production. Voilà. Oui, oui. Elle est dans la partie turbinage-pompage en grisé. Je vous recommande d'aller sur le stand de RTE et de vous procurer l'appli. Ça marche aussi bien pour les iPhones, les Samsung, les smartphones globalement. Et c'est très pratique à suivre en temps réel. Agnès Langevin, vous êtes vice-présidente chargée de la transition écologique et énergétique à la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées. Alors, réaction par rapport à ce que Jean-Louis Bal vous a dit, par rapport à ce que vous venez d'entendre aussi des 2 régions Pays de Loire et Bretagne. Comment vous vous positionnez du côté méditerranéen des façades ? Oui, bonjour à toutes et tous. Effectivement, vous soulignez ma spécificité. Je représente aujourd'hui la Méditerranée avec des enjeux qui sont aussi pour nous extrêmement importants en termes de biodiversité, en termes de transition énergétique, et nous sommes concernés au premier plan puisque l'appel à projet lancé par l'ADEME sur l'éolien flottant concerne 2 zones propices qui sont en Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées au large de Gruissant et de Leucate. Par rapport à votre question, finalement, qu'est-ce que nous avions pu retenir de la journée d'hier, avec les points saillants que vous avez indiqués. Moi, ce qui m'a frappé, c'est finalement, et ça rejoint peut-être ce point d'équilibre entre ce qu'a énoncé Alain Rousset, le président, et vous, sur ce point d'équilibre entre des affirmations régionales, des stratégies régionales et la stratégie nationale, voire européenne, en termes de développement des énergies marines. Pourquoi je dis ça ? Parce que ce qui a été balayé hier, que ce soit en termes de concertation, concertation effectivement bien mise en valeur par Catherine Chabot. J'ai beaucoup aimé son intervention avec des concepts peut-être à utiliser nous dans les régions sur les impacts positifs et non pas toujours la réduction des impacts négatifs. Donc des outils assez intéressants. La partie développement économique avec bien sûr pour les régions un enjeu fort de développement local, de structuration de filières, de retombées, de création de chaînes de valeur sur le territoire, de retombées en termes d'emploi. Aussi la question de la formation et des métiers, donc tout ça des compétences régionales très affirmées et renforcées dans le cadre de la loi NOTRe. Et une autre question qui a été abordée hier, la question des infrastructures portuaires, puisque c'est sur les infrastructures souvent gérées par la région que viennent s'appuyer ces projets. Donc moi, ce qui m'a donc des enjeux communs, avec du coup quelque part aussi une forme de compétition entre les territoires. Hein, on l'a vu, c'était aussi en filigrane hier. Donc la question, c'est comment on peut s'articuler avec les stratégies régionales, être associé à ces stratégies et pouvoir vraiment s'inscrire au-delà des compétitions de territoire. Là,
Donc a été présentée une première forme de coopération entre les pays de la Loire et de la Bretagne, mais je crois qu'il faut qu'on réfléchisse tous ensemble à peut-être une vision, une stratégie plus complémentaire entre les régions qui sont concernées par ces problématiques d'énergie marine. On reviendra, je pense, dans une deuxième partie sur les projets Absolument. Oui. plus territoriaux. Voilà, donc moi ce sur quoi je voudrais insister, et donc la région Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées l'a fait de façon peut-être un peu de façon volontariste sur les appels à projets nationaux, c'est d'être vraiment associé en amont. Parce qu'effectivement, la question de l'acceptabilité, elle ne peut se travailler avec les acteurs locaux que si on a cette association en amont. Nous avons en Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, une ambition politique affirmée, être la première région à énergie positive à l'horizon 2050. Nous travaillons, nous aussi, comme l'ensemble des régions, à notre feuille de route de transition énergétique. Elle sera présentée lors de l'événement dont Jean-Louis Bal a parlé, à Energaia. Mais on aura beau afficher les objectifs les plus forts, les plus opérationnels sur le papier, si on ne travaille pas la question de l'acceptabilité, la question je pense à l'éolien terrestre en particulier, la question de réduction de l'exposition au recours, on n'arrivera pas du tout à mettre en œuvre cette transition énergétique. Et ça, c'est vraiment un point important. On reviendra sûrement tout à l'heure sur la question de la planification, mais c'est cette articulation entre développement local, stratégie nationale, voire stratégie européenne, et au vu et au regard des nouvelles compétences des régions, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Merci Agnès Langevin pour ce témoignage venu de la Méditerranée. Puisqu'on parlait tout à l'heure de la première usine marémotrice qui a servi beaucoup de modèles. Les Coréens, par exemple, ont installé une usine marémotrice en s'inspirant de tout le retour d'expérience qui était cité tout à l'heure sur celle de la Rance. Et puisqu'on est en train de parler de la Méditerranée, on a aujourd'hui grosso modo 10 500 mégawatts d'éoliens qui tournent sur le territoire français. Il faut savoir que la toute première grande éolienne qui a tourné en France, c'était à Port-la-Nouvelle. Vous parliez tout à l'heure de Gruissant et Le Cat, juste à côté, la première machine éolienne destinée à tester une petite machine 225 kW à l'époque, puis la première ferme éolienne à Port-la-Nouvelle de 2,2 MW. C'est là que tout a commencé, ça avait même commencé d'ailleurs encore avant, avec la première toute petite série de machines rabattables. Allons maintenant sur le premier lauréat du tout premier appel d'offres offshore qui a été lancé en 2005. C'était un projet Enertrag. Enertrag est peut-être dans la salle d'ailleurs. Ça se passait à Velette-sur-Mer, en Seine-Maritime, un projet de 105 MW qui n'a jamais été construit en fait, mais qui a beaucoup servi à défricher, à apprendre à travailler ensemble. Sophie Gauguin, vous êtes première vice-présidente de la région Normandie. Vous êtes en charge du développement économique. Vous êtes également maire de Dozulé. Et donc, réaction par rapport à tout ce que vous venez d'entendre et quelle position de la région Normandie sur tous ces sujets? Merci beaucoup. Je tiens à saluer mes collègues que je suis ravie de retrouver ici. Remercier aussi la ville de Biarritz et son maire de nous accueillir parce que je sais qu'on a aussi des connexions normandes. Le tourisme aussi fait partie de nos préoccupations d'avenir. Et puis l'ensemble de mes collègues des départements de la Manche qui s'est aussi largement impliqué dès le début en ex-Basse-Normandie pour faire de notre territoire un territoire d'excellence en matière d'énergie marine renouvelable. Et c'est tout de suite que nous nous étions lancés dans cette aventure technologique, environnementale et aussi humaine parce que nous l'avons bien vu au travers les enjeux mondiaux qui ont été exprimés, Monsieur le Président, hier et aujourd'hui. Nous avons une responsabilité collective à avancer sur ce secteur puisque la mer certainement apportera à l'humanité dans les années qui viennent énormément en termes de ressources, de développement et de préservation de notre environnement. Alors, mes remarques qui peuvent compléter utilement, alors c'est jamais facile quand on arrive en dernier intervenant, je dirais que jamais un salon n'a aussi bien porté son nom. Synergie. Quand on l'écrit avec un Y, c'est ce qu'on est capable de faire aujourd'hui tous ensemble sur les énergies marines renouvelables. Et vous l'avez dit, le lien entre les régions qui sont aujourd'hui chefs de file en matière de développement économique, c'est ce que la loi NOTRe nous a
confié comme feuille de route, eh bien, fait de nous des interlocuteurs moteurs dans la manière dont une stratégie nationale peut être déclinée sur les territoires. Et je rejoins ce que disait ma collègue, c'est d'abord aussi en renforçant les concertations et les coopérations avec les régions à une échelle nationale, mais bien sûr aussi en travaillant beaucoup plus en coopération internationale et européenne. Parce qu'au-delà de nos territoires que nous avons à cœur de faire émerger, et c'est vrai qu'on a toujours envie, et c'est ce que disait mon collègue, d'être le premier dans la manière dont on développe ces technologies, dont on forme aussi toute une population à venir à pouvoir exercer des métiers. Il y a un énorme enjeu en matière d'emploi et de formation professionnelle, mais au-delà de ça, c'est la carte France, les énergies marines renouvelables. C'est ensemble que nous devons faire gagner la France à l'échelle du monde, dans une compétition qu'on voit se resserrer. Et je veux saluer aussi les entreprises qui sont là aujourd'hui, parce que ce sont elles qui font confiance aux opérateurs et aux collectivités territoriales françaises pour porter leurs projets d'avenir, parce qu'au-delà de nous-mêmes, elles vont aller ensuite chercher des marchés à l'international. Donc il y a toute cette stratégie collective que nous pouvons envisager, et les régions, dans leurs compétences en matière de développement économique, ont tout à fait un rôle moteur à jouer. Moi, je crois beaucoup aux coopérations et à la culture de projets, et je vois des choses qui peuvent se dessiner intelligemment entre nous. Merci beaucoup, Sophie Gauguin. Alain Rousset, pour cette première réaction par rapport à ce que Jean-Louis Bal a dit, réaction concernant la collaboration, la concertation, non seulement entre régions présentes ici sur cette table ronde, mais également, puisque vous avez ouvert le bal concernant les grands groupes ce matin et qu'il y a eu 2 réactions de Bruno Légevin et de Jean-Louis Bal, coopération entre les grands groupes, les ETI, les PME, nécessaires et indispensables pour développer les énergies marines renouvelables? Oui, parce qu'on n'a pas le choix. Reste que le modèle industriel français est un modèle qui n'est pas positif. Il y a un plafond de verre au-dessus des PME et des entreprises qui est dramatique. Manque de fonds propres, cannibalisation de l'innovation, mise en sous-traitance. Vous ne faites pas une industrie avec l'absence de cette classe moyenne des entreprises que sont les ETI. Je veux dire, on dénonce depuis, j'allais dire, des millénaires, le modèle centralisé français. Ce modèle est dramatique. Peu importe d'ailleurs la sensibilité qui est au gouvernement. Pourquoi la France ne réindustrialise pas? Tout simplement parce qu'il n'y a que les PME et les TPE qui fabriquent l'emploi de demain. Les grands groupes sont aspirés à l'international. Leur marché, c'est même plus l'Europe, c'est le monde. Même si, pour des raisons d'histoire, de développement, de responsabilité, il se développe particulièrement en France grâce à l'export. Pourquoi y a-t-il 4 fois plus d'ETI en Allemagne qu'en France? En France, s'il n'y avait pas les filiales des grands groupes, il n'y aurait pas ces entreprises moyennes. Et tout notre modèle d'État, de financement de l'économie et d'entreprise est un modèle qui ne permet pas la croissance des PME. Et l'énergie est dans le même film. Alors d'accord sur l'État jacobin. Pour autant, on a vu hier avec le témoignage de Serge Ménech de Sameto Technifil que grâce au programme Windustry, une PME avait réussi à avoir accès à ces marchés. Bien entendu. Vous avez dans le domaine du bâtiment, dans le domaine des énergies marines ou dans le domaine de l'aéronautique avec les pôles de compétitivité, des PME à chaque fois. On s'est battu pour avoir au moins cela. Au moins cela. Mais tant qu'on n'aura pas des entreprises qui sont capables de faire de la recherche, d'exporter, d'avoir accès directement à ces marchés, parce que c'est toujours dans un système second. Alors, je veux dire, c'est le modèle. Moi-même, en tant que président de la région Aquitaine, on a monté des opérations, grands groupes qu'on accompagne sur la R&D, industrialisation auprès des PME. Mais ce n'est pas un modèle satisfaisant. En quoi le nombre des ETI dans le monde de l'énergie a-t-il augmenté? En quoi le groupement que vous dirigez a-t-il favorisé la création d'ETI? Nulle part. Nulle part. Nous avons que
des PME sous-traitantes. Et tant qu'on maintiendra un modèle industriel avec des PME sous-traitantes, ça ne marchera pas. Il faut que... Pourquoi le modèle allemand, autrichien, suédois, norvégien, italien, etc. Pourquoi l'Italie développe-t-elle, a-t-elle un modèle qui gagne de l'argent à l'export? Et nous, on en perd. Tout simplement parce qu'il y a un rapport région, PME, ETI, qui est un modèle sain, favorable. Tant que nous aurons un modèle national avec des structurations nationales, nous ne nous en sortirons pas, ni pour le financement de l'économie. Regardez, toute notre épargne remonte à Paris, au niveau national, et elle n'est distribuée que par Paris, que ce soit par les grandes banques, par la BPI, par tout ce qu'on veut. Pourquoi l'Allemagne fonctionne? Parce qu'il y a des banques régionales. Pourquoi l'Italie, ça fonctionne? Parce que même sous Berlusconi, l'Italie exportait. Eh bien, ça marche pas. Notre modèle, c'est pas, et encore une fois, c'est pas un modèle qui est lié à telle ou telle formation politique. C'est notre centralisation. Alors revenons sur le sujet de l'énergie, et plus particulièrement des énergies marines renouvelables. La grande région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. Réaction par rapport à ce que vous avez entendu hier, puisque vous étiez déjà là. J'étais pas là. Non, j'étais pas là hier. Bon, alors réaction par rapport à ce qui vous a été Pas fait là. comme synthèse. Hier soir, j'écoutais à Bordeaux 16 étudiants thésards expliquer en 180 secondes ce qu'était la recherche. Et je peux vous dire que c'était merveilleux. Est-ce que vous êtes capable en 180 secondes de nous dire ce que la région pense de tout ce développement des énergies marines renouvelables et de ce que Jean-Louis Bal vous a fait comme résumé ce matin, où pour mémoire il a parlé de l'hydrolien, enfin de tous les projets qui ont été présentés hier, par exemple sur la concertation avec tous les usagers de la mer. Sur la concertation avec tous les usagers. Comment dire, bien sûr qu'il y a des constats qu'on va partager. L'acceptabilité, mon collègue de Pays de Loire l'évoquait tout à l'heure, parce qu'ils sont au front avec le problème de l'aéroport, et on sent bien qu'il y a un problème d'acceptabilité. Il y a même, les Allemands ont même des problèmes d'acceptabilité pour installer des câbles qui vont amener l'énergie de leur structure éolien offshore jusqu'à leurs habitants. Il y a un problème d'acceptabilité singulière dans nos pays où à la fois on est en crise et en même temps on n'accepte pas un progrès écologique. Nous, on le vit en Aquitaine, dans cette grande région, avec le problème du TGV. On a des critiques sur le TGV. On voudrait rester sur des lignes du 19e siècle. Et on préfère prendre le train et on préfère prendre l'avion et la voiture plutôt que d'avoir des tunnels ou des tranchées. Voilà, donc il y a tout un travail. Et nous avons la chance ici en Aquitaine d'avoir avec les structures liées au surf une forme de pédagogie de l'insertion sociale de grands projets énergétiques. C'est une vraie réflexion. Je pense qu'il faut qu'on accélère. J'avais lancé, lorsque j'étais président des régions de France, et ça se continue maintenant, une réflexion interrégionale au niveau des énergies marines. Et il faut peut-être que les régions, d'ailleurs, au sein de l'ARF, travaillent à cette pédagogie de l'acceptabilité. Il y a la façon avec laquelle les régions ne se feront pas concurrence entre elles. Donc il faut que, entre la Normandie, la Bretagne, Pays de Loire, la grande région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, on travaille ensemble. On a une coopération avec la Bretagne a une coopération avec Pays de Loire. Il faut impérativement qu'avec Pays de Loire, on ait aussi une coopération et avec la Normandie. C'était l'objectif recherché en proposant aux 3e assises des énergies marines renouvelables de venir ici et à Synergie d'être organisé. On va se retrouver à La Rochelle, je ne sais plus si c'est en octobre ou en octobre ou en novembre sur l'économie maritime. Le 8 novembre. Le 8 novembre. Voilà, maintenant, il faut laisser aussi une forme... C'est pour ça que la force des régions, c'est l'émergence. Le monde économique, c'est fait de vie et de mort aussi. Il faut l'accepter. Hein, et donc, il faut voir comment on va faire cette émergence-là. Parce qu'on sait très bien, regardez ce qui s'est passé. Vous parliez de l'usine marémotrice de la Rance. Mais il en était de même pour
comment s'appelle cette petite lucarne là, que la France avait inventée, qui nous permettait de voir le temps, qui est le prédécesseur de l'ordinateur, le Minitel. Bon, à un moment donné, la France centralisée a produit le Minitel, a produit le TGV, a produit... Sauf que la France n'a pas basculé dans un modèle de l'économie numérique pour promouvoir et faire monter les énergies, l'ordinateur, le couplage entre les satellites et la Terre de demain. Pourquoi la France s'est-elle décalée dans la compétition internationale? Il faut s'interroger là-dessus. On a été, dans la période de l'après-guerre, les meilleurs, et puis subitement, on a décroché. Pourquoi cela? Et on maintient aujourd'hui nos mêmes dispositifs centralisés. Et d'ailleurs, je ferai une petite incursion dans le débat politique aujourd'hui. Le problème de la CGT, aujourd'hui, dans la bataille ou du MEDEF, c'est qu'ils veulent rester centralisés. Hein. Les instances nationales veulent garder le pouvoir, par-delà tous les débats idéologiques. C'est ça qui est insupportable. Nous avons des grands corps de l'État qui se placent au niveau des grandes entreprises et des grands organismes, et nous n'arrivons pas, comme en Allemagne, à faire croître des élites. Hier soir, je vous parlais de cette compétition entre 16 jeunes thésards. Il n'y en avait pas un qui sortait d'une grande école. C'est-à-dire pas un qui était dans la nouvelle forme d'une noblesse française. Alors, et ces hommes et ces femmes étaient d'une réussite totale. Les énergies renouvelables sont par nature décentralisées, donc les régions qui reprennent en main la chose énergie vont pouvoir favoriser ces énergies par nature décentralisées. Vous voulez que je vous dise quelle est la différence? C'est une de mes batailles et une de mes marottes, pardon de la rappeler ici. Quand je compare la même PME en France et dans un Länder allemand, la PME allemande, même taille, toute chose égale par ailleurs, la PME allemande est 5 fois plus aidée. 5 fois. Comment voulez-vous qu'on réindustrialise dans ces conditions? Personne ne veut comprendre ça à Paris. Alors, il y en a marre. Jean-Louis Bal, peut-être une brève réaction, puis ensuite je redonne la parole aux régions, notamment Sébastien Pilard. Oui, rapidement, moi je n'ambitionne pas évidemment de révolutionner tout le cadre économique français. C'est pas à la portée de mes moyens, mais je voudrais quand même souligner d'abord que le secteur de l'éolien offshore, c'était peut-être pas le meilleur secteur pour aborder la question de l'émergence de PME. C'est forcément des investissements très élevés. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, dans les grands projets qui nous ont été présentés, le bilan qui nous a été présenté par Giles Dixon, ce sont tous des grands groupes, y compris en Allemagne et dans les pays nordiques. Et maintenant, vous m'avez posé la question de savoir ce que mon organisme, donc le syndicat, a fait pour les PME. Je rappelle donc le programme Windustry, donc, pour lequel nous avons, avec un très faible financement de l'État, je pense que l'État ferait bien de se poser la question sur l'efficacité des fonds publics qu'il nous a apportés. Le programme Windustry, sur 4 ans, c'est 900 000 € et ça a déjà fait émerger une cinquantaine de PME sur le secteur de l'éolien et des énergies marines. Maintenant, quand on regarde les autres énergies renouvelables que l'éolien offshore, l'émergence des PME, elle est tout à fait notable. Le secteur du photovoltaïque ou de l'éolien terrestre, sur le sol national comme à l'exportation, il est largement dominé par les PME. Et c'est une des actions fortes de notre syndicat, c'est de promouvoir principalement nos PME à l'exportation et dans un secteur dans lequel nous avons déjà remporté beaucoup de succès. Maintenant, c'est vrai que le financement de la croissance des PME en France, c'est une vraie question. Mais je ne peux pas la résoudre moi tout seul. Merci Jean-Louis Bal. J'ai dans mon champ visuel Sophie Riant qui vient d'arriver, qui va me kidnapper Sébastien Pilard. Donc je voudrais le faire réagir quand même maintenant sur... Oui, ils vous ont inscrit à autre chose derrière, donc vous allez être obligé de partir. Donc engagement, ambition de la région, quels sont vos projets, vos programmes
Moi, et vos perspectives. Alors, je partage parfaitement ce que vient de dire le président Rousset sur l'industrie française. Je pense qu'en effet, il y a une vraie question de fonds propres, c'est une certitude. Et je pense que je dirais que l'échelon région est le bon échelon, parce que regarde les compétences économiques, je pense qu'on a les compétences économiques, mais aussi on a un problème industriel, culturel en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous on le vit bien par exemple avec les chantiers de Saint-Nazaire, qui ont des carnets de commandes sur 10 ans, sauf qu'on ne trouve plus aucun jeune pour travailler dans les métiers de la sidérurgie, la métallurgie, chaudronnier, pour devenir soudeur. C'est un vrai problème. Sauf que, et donc on est bien dans un... Et là on est en train de payer en fait. Je le dis d'autant plus facilement que ça fait que quelques mois que je suis engagé en politique, mais on est en train de payer, je dirais, le tournant politique des années 90 où on a presque promis aux Français qu'on allait être un pays de col blanc et que d'être col bleu dans ce pays, mettre les mains dans le cambouis, mettre un bleu de travail à 6h du matin pour faire les 3-8, c'était presque dénaturer, c'était complètement sous-évaluer sa carrière professionnelle. Et on le retrouve bien même au niveau de la région, et je pense que c'est pour ça que la pertinence de la région d'avoir la formation professionnelle, mais aussi les lycées, pour remettre l'intelligence manuelle au cœur des enseignements, me semble nécessaire. Donc voilà. Sur la partie filière, je partage aussi ce que vous dites, Monsieur le Président. Je pense qu'il ne faut pas mélanger les deux. Ce que j'entends dans les débats là, depuis ce matin, c'est qu'il ne faut pas mélanger à la fois qu'est-ce qu'on appelle émergence d'une filière. Est-ce qu'on appelle installation de mégawattheures en mer, ou est-ce qu'on appelle réellement, je dirais, faire émerger des PME, des ETI et potentiellement des grands groupes spécialistes mondiaux dans la réalisation, la spécialisation de la mise en place des éoliennes offshore pour qu'ensuite on puisse les projeter à l'international. Je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu majeur, moi qui ai travaillé longtemps avant d'être conseiller régional dans des projets d'infrastructure, portuaires notamment, je pense qu'en effet, on est en train de payer aussi certaines fausses promesses qui ont été faites au moment où il fallait accepter les projets, en disant oui, les promesses qui ont été faites à toutes les PME régionales, en disant vous allez tous participer à tous les projets et en clair, vous serez les constructeurs des éoliennes de demain. Ce qui est faux. Et on le sait tous, ce n'est pas possible. Vous l'avez dit pertinemment, c'est des projets de plusieurs milliards d'euros d'investissement qui sont surtout avec des financements structurés, financés avec 20% de fonds propres et 80% de dettes, souvent parfois même un peu plus. Vous allez voir des banquiers tout simplement qui vous disent nous on a besoin de garanties à première demande de plusieurs centaines de millions d'euros pour la bonne réalisation des projets. Une PME ne pourra jamais supporter un tel investissement. Il n'y a que les grands groupes qui peuvent le faire. Donc la question maintenant, c'est comment on positionne ces PME en sous-traitance de niveau 2, 3, 4 pour qu'il y ait une vraie montée en compétences. Et ça, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour l'industrie française. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on a loupé le tournant de l'Internet, on a loupé le tournant du numérique, on a loupé le tournant du solaire. Peut-être qu'il y a une capacité solaire qui est installée en France de plus en plus, mais force est de constater que je dirais qu'aujourd'hui les panneaux solaires sont essentiellement, enfin d'après ma connaissance, une connaissance partielle que j'ai, mais en tout cas la connaissance que j'en ai, sont essentiellement, je dirais, produits en Chine et pas en France. Et donc aujourd'hui les EMR pour moi pour nous, je pense, une opportunité incroyable de justement se réapproprier, de ne pas louper ce tournant dans lequel on peut placer beaucoup d'espérance et beaucoup d'espoir. D'où cette nécessité, cette nécessité d'insérer dans des briques des PME et des ETI, justement pour qu'elles puissent monter en compétences. Et je dis attention aux arguments sur la baisse du coût de production du mégawattheure. Parce qu'on le sait tous, que certains pays, notamment en Europe du Nord, ont 10 ans d'avance sur nous, notamment sur l'éolien posé. Si on commence à rentrer dans cette petite musique et de dire attention, il faut absolument voir la compétitivité, voir la baisse des coûts, voir la compétitivité du mégawattheure versus le nucléaire ou le solaire, on se tire aussi une balle dans le pied. Donc il faut aussi potentiellement faire des efforts, tous des efforts, les collectivités, les concessionnaires, les énergéticiens, mais aussi les PME, pour justement permettre à faire rentrer ce carré dans un triangle. Voilà. Parce que c'est la question de l'accessibilité l'acceptabilité qui est en jeu. Et donc je pense que c'est une opportunité pour nous de faire émerger cette filière, et en tout cas en région Pays de la Loire,
notamment sur les 2 champs de l'île-Dieu et puis de la Baule, enfin la Baule-Guérande, on est, je dirais, vraiment très préoccupé, en tout cas fortement mobilisé, pour que les PME avec Neopolia puissent fortement participer à ces projets, parce que ça a été une promesse, et 2, c'est nécessaire pour l'émergence d'une filière industrielle française, parce que c'est bien ça qui est en jeu. Installer des éoliennes offshore sur notre littoral, c'est très bien, mais l'enjeu, ça a été présenté comme ça, et je pense que c'est la bonne stratégie, c'est faire émerger une filière industrielle française à travers ces champs d'éoliennes qui vont être installés sur notre territoire. Si on n'a qu'un bout de la chaîne, à mon avis, le pari aura été raté. Et enfin, je pense que ces projets qui sont assez pharaoniques en termes d'investissement, ça n'a aucun sens, enfin pour moi, de les cantonner à des régions. Quand on voit la taille des investissements, en plus, dans vos présentations initiales, on présentait des projets de taille européenne. Mais moi, en tout cas, c'est la vision que j'en ai, c'est que, avant de parler de coopération européenne, parlons de coopération nationale. Je ne vois pas comment on va pouvoir discuter avec nos amis européens si on n'est pas capable de discuter entre nous, d'abord. Et quoi qu'on en dise, l'enjeu, ça a été répété par ma collègue, on se bat bien évidemment pour notre ancrage territorial, mais on se bat aussi pour la France. Et je pense que ça, nous avons cette obligation de discuter ensemble, de collaboration, et je pense que c'est le bon moment, parce qu'il y a eu le début de la filière, enfin, il y a quelques années, tout le monde a pris des options, tout le monde a commencé à rentrer dans certaines spécialisations, et aujourd'hui, je pense que c'est le moment de mutualiser nos atouts. Voilà. Et donc nos atouts à la fois industriels, d'innovation recherche, mais aussi de financement. Et donc on commence par la Bretagne, avec la Bretagne parce que c'est nos voisins naturels avec lesquels on a un certain nombre de synergies, mais c'est une évidence qu'il faudra discuter avec l'ensemble des régions pour éviter, parce que je prends la région des Pays de la Loire, quand vous allez parler au Japon, la région des Pays de la Loire, c'est la France pour eux. Enfin, et je pense que c'est la même chose pour toutes nos régions. Et l'objectif, c'est de mettre nos atouts en commun et pour, bien évidemment, après travailler sur des projets européens. Mais d'abord, mettons nos atouts en commun. Et enfin, je terminerai juste par là, c'est aussi de veiller à l'échelon européen. C'est la raison pour laquelle la région des Pays de la Loire a pris la décision, en tout cas c'est présenté, et ça devrait être officiel d'ici 2 jours, de la commission Arc Atlantique du CRPM au niveau européen. Et on a la chance d'avoir nos amis bretons qui président la commission énergie marine renouvelable. Et donc je pense qu'aujourd'hui, on doit être partout. On doit être partout justement pour essayer d'orienter, pour faire du lobbying, pour essayer de faire avancer les choses et pour mutualiser nos atouts avec l'ensemble des régions et pour, bien évidemment, au service de nos concitoyens et de notre pays. Merci Sébastien Pilard. Donc, on va donner la parole à votre ami breton. Vous pouvez rejoindre Sophie Riant qui vous attend avec impatience pour une signature, je crois. N'oubliez pas que tout de suite après cette table ronde, Sébastien Pilard, juste après cette table ronde, vous avez l'inauguration du salon Synergie en présence de tous les élus. Et puis à 14h, vous avez une conférence de presse commune pour annoncer un événement commun avec la région Bretagne. Alors justement, Dominique Ramard, conseiller régional délégué à la transition énergétique à la région Bretagne, quels engagements de la région, on en a déjà entendu un petit peu parler tout à l'heure, quels outils mis en place, quelles structures mises en place et quelles attentes par rapport à l'État, par rapport aux industriels, par rapport aux développeurs de projets? Je vais d'abord rebondir sur l'ouverture que nous a permis Alain Rousset tout à l'heure en termes de vision du développement économique. Et je trouve que la filière des énergies marines est quand même très illustrative. Je pense qu'il faut qu'on ait un changement de paradigme économique au niveau national, dans le sens où aujourd'hui, quand moi j'ai des échanges avec les représentants de la DGEC, on nous oppose la question du prix de l'électricité. C'est comme si c'était un cap à franchir avant de pouvoir développer une vision industrielle. Et ce qui paraît aberrant, c'est si on raisonne d'abord sur le prix avant de raisonner sur l'investissement qui va permettre la diminution des prix du coût de l'électricité, forcément, on se bloque. Donc ça fait partie du discours que l'on tient aujourd'hui en disant non, il faut développer une vision industrielle du secteur des énergies marines. Et ça a été dit hier par Philippe Cavafian, aujourd'hui par Gal Dixon.
sans volume, on n'aura pas la possibilité de faire baisser les prix. Donc, de cette manière, nous, nos territoires, ils s'inscrivent dans cette logique industrielle, bien sûr territorialisée, mais ils veulent aussi bénéficier, donc, en termes d'investissement, au développement de cette filière qui permettra à terme d'avoir une électricité propre et pas chère. Le deuxième aspect, au-delà de cette vision donc, économique, je pense qu'il faut qu'on s'inscrive bien sûr dans les territoires. Ce qu'on met en place en Bretagne avec la concertation que j'évoquais tout à l'heure, je pense que c'est le gage bien sûr de l'acceptabilité, mais c'est aussi le gage de la mobilisation. Quand les gens sont proches, ils se connaissent, ils arrivent mieux à coopérer, ils arrivent mieux à travailler ensemble. Aujourd'hui, je pense qu'il faut que l'État accepte aussi de déconcentrer son approche des énergies marines, mais des énergies en général. J'entends souvent les agents des DREAL, de la préfecture, que ce soit la préfecture maritime ou à terre, demander à ce qu'on les autorise à réfléchir avec nous, avec la région, en termes de développement des énergies marines. C'est comme s'il fallait d'abord qu'ils aient leur feuille de route pour pouvoir venir discuter avec nous. Alors qu'en fait, ils en ont envie, ces agents de l'État au niveau local. Sauf que, voilà, il faut que, en gros, la relation entre le niveau central de l'administration et le niveau local soit plus fluide et que finalement, on les laisse expérimenter à nos côtés le développement des énergies marines. Je sais qu'il y a eu un cas aussi en Normandie où, en fait, on voit bien que les agents, notamment des DTDM auxquels on demande de travailler sur les énergies marines, n'ont pas forcément la compétence. Alors que s'il y avait quelqu'un peut-être de compétent qui venait dans un service déconcentré, il pourrait s'impliquer dans ce projet et aider donc l'ensemble du territoire à bénéficier donc de ces compétences. Donc c'est là aussi une vision que l'État doit, à mon avis, modifier. Et puis, le dernier point, c'est après cette vision économique, après cette vision donc, aussi du développement territorial, je pense qu'il faut bien sûr la visibilité, c'est-à-dire qu'il faut donc planifier à moyen terme le développement des énergies marines. Et là, on le fait donc, avec les acteurs bretons au sein d'un groupe qui est donc, spécifique aux énergies marines au sein de la conférence régionale mer et littoral. Et donc là, on est en train de travailler pour annoncer pour 2030 500 MW d'hydrolien, a priori 2 fermes commerciales en Bretagne, aller sur 3 fermes commerciales en éolien flottant pour 1,5 gigawatt, là aussi à l'horizon 2030. Et donc cette vision du territoire, c'est pas juste pour nous, c'est un peu notre apport au niveau donc, national pour consolider une véritable ambition en termes d'énergie marine en France. Et d'une certaine manière, le fait qu'il y ait eu cette concertation préalable sur un territoire, c'est un gage de réussite, un gage d'acceptabilité et un gage donc de vraiment de transition énergétique des territoires et de la France. Merci Dominique Ramat. Réaction d'Alain Rousset par rapport à ce qu'on vient d'entendre de Pays de Loire et de Bretagne concernant la façade atlantique. Non, je voulais réagir moi sur le problème du prix. Parce que, et je partage totalement ce que mon collègue de Bretagne et de Pays de Loire ont évoqué. On a un tabou, un deuxième tabou dans l'économie française, qui est celui que plus le prix est bas, plus on satisfait la société. C'est la même chose pour les produits agricoles, c'est la même chose sur le prix de l'énergie, et je pourrais citer 1000 exemples. On se bat en France pour le pouvoir d'achat, par le prix, sans se rendre compte que se battre uniquement là-dessus, c'est détruire notre appareil productif. Et il y a un certain nombre de réformes qui viennent du rapport Attali qui ne vont que dans ce sens. Moi, j'alerte les personnes qui sont ici, c'est extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux parce qu'on tue notre appareil productif alors même que les États-Unis, le Japon, la Corée, les autres pays ne fonctionnent pas du tout comme ça. Pas du tout comme ça. Avec un système très différent. Prenez aujourd'hui ce qui est en train de se passer. Alors, je m'éloigne des énergies. Mais sinon, pour revenir sur le sujet des énergies, vous faites allusion au dogme du prix le plus bas de la facture d'électricité en France ? Bien entendu. Bien entendu. Comment voulez-vous qu'on structure un appareil productif, qu'on soit capable de tirer cet appareil productif, de faire en sorte que dans les 3 ou 4 premières années, alors qu'il est embryonnaire, où on est au stade de démonstrateur, où on n'a pas le volume suffisant pour faire baisser les prix, nous puissions développer l'emploi
Les États-Unis ont la capacité, eux, par la commande publique, par le rôle du Pentagone, indirectement, y compris sur les fusées, d'avoir des aides indirectes aux entreprises. C'est un système totalement honteux. Hein, l'Europe se couche souvent face aux États-Unis. J'espère qu'on saura résister dans le dossier TAFTA. Mais nous, on ne sait pas faire en sorte, expliquer aux Français, on parlait de demande sociétale ou d'acceptabilité, qu'il vaut mieux savoir payer l'énergie, son lait et son fromage un peu plus cher pour maintenir de la qualité et développer un système d'innovation dans le domaine des énergies ou dans le domaine de l'agriculture. On est dans un discours que la classe politique et parfois professionnelle et syndicale tient en commun et qui est totalement contradictoire avec ce qui se passe dans nos entreprises et sur nos territoires. Dominique Ramard. C'est juste pour rebondir sur cette vision qualitative du prix de l'électricité. Moi, c'est plus une intuition, hein, c'est pas forcément très argumenté, mais je suis persuadé que dans quelques temps, en tout cas, je pense que ça peut répondre à une part de la culture bretonne. On pourra avoir une électricité plus chère en Bretagne parce qu'elle sera d'origine marine. C'est-à-dire que je pense que les citoyens bretons, le consommateur breton, en plus si on lui permet d'investir par un financement participatif, peut-être dans un fonds dédié aux énergies marines, il saura que s'il paye un peu plus cher son électricité, potentiellement c'est peut-être une recette pour lui en tant que co-investisseur dans un fonds breton autour des énergies marines. Et alors ça paraît complètement un peu à côté de la plaque quand on est sur 2 milliards d'euros. Vous êtes un peuple d'irréductible, vous là, les Bretons. Là. Vous êtes déjà très Non, mais je particulier partage au niveau- totalement... Je partage totalement l'ambition Très bien. bretonne. Très bien. Mais non, Donc le green pricing, hein, vous êtes prêt à payer un petit peu plus cher votre électricité si elle est locale on et peut y d'origine verte. arriver, et parce qu'on nous l'a déjà proposé, et donc voilà, d'une certaine manière, ça peut démarrer plus vite qu'on ne pense. Alors on va donner tout de suite la parole à la région Normandie, peut-être, puisque apparemment vous voulez les rejoindre sur ce point-là. Si la question est de savoir comment les régions se mobilisent justement pour donner les meilleures chances de réussite possibles aux énergies marines renouvelables sur leur territoire, eh bien, nous avons développé des outils totalement innovants au service des entreprises ces dernières semaines, puisque nous avons créé un fonds qui s'appelle Normandie Participation. C'est un fonds normand qui va permettre justement d'entrer au capital des entreprises, et toutes les entreprises, toute taille d'entreprise, justement pour leur permettre de se développer. C'est ce que nous allons faire aussi en matière d'innovation, fédérer un énorme incubateur normand pour permettre de développer des programmes plus ambitieux en matière de recherche, puisqu'on a bien vu aussi que travailler en amont pour les collectivités et les régions, c'était aussi suivre des projets de recherche ambitieux en lien avec l'État. Et je ferai une observation sur ce que nous pouvons attendre de l'État. Sur les projets liés aux EMR, évidemment, c'est de la lisibilité, parce que poursuivre des programmes d'investissement, et vous le connaissez, la Normandie est une force de frappe portuaire avec Cherbourg, Le Havre et 3 ports de maintenance d'ores et déjà dédiés. Avec les 670 km de côte, nous avons aussi au bord du Channel une forte puissance d'investissement, mais que l'écosystème qui doit être mis en place va autant au niveau de la recherche que du développement économique. Mais pour ça, dans les appels d'offres, nous avons besoin de la lisibilité sur l'ambition de l'État, je dirais, pour emboîter le pas, et que du coup, des appels d'offres qui s'inscrivent au niveau français, un peu plus dans la durée et qui permettent d'avoir plus de lisibilité, nous permet, nous, région et particulièrement région Normandie, de programmer des investissements, puisque vous le savez, on a cette contrainte, alors administrative, mais elle est comme ça, de devoir nous inscrire soit dans des contrats de plan, soit de négocier avec l'Europe. Et c'est le cas chez nous, puisque le regroupement des régions va aussi nécessiter que nous revoyions nos investissements et nos projets au niveau européen. Donc je dirais que l'appel qu'on peut lancer région au niveau de l'État, c'est d'avoir de la lisibilité sur les lancements des appels d'offres pour connaître l'ambition. On a bien vu que c'était le nombre de projets qui allaient pouvoir aussi résoudre une partie de la compétitivité et du prix. Notre engagement normand, la bonne nouvelle, c'est que la Normandie réunifiée confirme, signe, s'engage, puisque nous souhaitons faire des énergies marines renouvelables vraiment le fer de lance d'une partie de notre activité économique. Le fonds Normandie Participation, et je rejoins mon collègue de Bretagne, c'est un outil très, très innovant
au service des entreprises, le fait que nous créons aussi une agence de développement normande au service des entreprises qui va être un guichet unique pour faciliter la mise en réseau. On l'a dit, nous sommes au salon Synergie. C'est ça aussi les synergies sur un territoire. C'est comment nous mettons autour de la table autant l'université que les investisseurs, que les chercheurs, que les entreprises, que les sous-traitants. Je sais que la Sotraban, qui est le réseau de sous-traitants normands, est aussi participante lors de ce salon. C'est tout ce contexte favorable à la recherche de solutions adaptées et dans des temps records, parce qu'entre le temps administratif et le temps économique parfois, eh bien, notre réactivité est mise à l'épreuve. C'est aussi comment on donne une chance aux générations futures sur notre territoire de pouvoir y trouver un emploi. C'est formidable en termes de potentiel pour la jeunesse française et de nos territoires. Moi, je crois beaucoup à ce que vous avez dit au travers les lycées. Il faut qu'on aille au-devant des jeunes. C'est ce que nous allons faire en Normandie avec la mise en valeur. Alors, c'était très développé en ex-Haute-Normandie. Je souhaite qu'on normandise ce dispositif. Aller vers les jeunes dans les lycées pour leur expliquer qu'il y a des métiers d'avenir sur leur territoire. Avec une valeur ajoutée formidable parce qu'en plus ils contribuent au travers de leur savoir-faire non seulement à la promotion d'un territoire mais à préserver l'environnement, et je crois que c'est ce que nous devons faire. Nous avons mis en place d'ores et déjà un plan de formation professionnelle qui va être opérationnel au mois de septembre, et nous allons permettre de créer des plateformes ad hoc, des plateformes de formation auprès des entreprises, auprès des bassins d'emploi et on va dire, à la demande, pour pouvoir former sur place des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, parce qu'il y a des fortes potentiels, puisqu'on a la chance d'avoir un bassin industriel, et je crois que c'est aussi une renaissance pour certains personnels qui peuvent retrouver une deuxième chance dans l'emploi aussi, en étant formés sur site, sur place, avec des formations courtes qui permettent tout de suite d'être au bénéfice des entreprises. Et ça rejoignait les discussions qu'il y avait ce matin de travailler local au local. Si nous sommes capables de permettre aux grands groupes d'avoir la ressource humaine au plus près des territoires, eh bien c'est aussi ça notre responsabilité. Et donc la Normandie a anticipé cette émergence des énergies marines renouvelables, va continuer à investir. 100 millions d'euros sur le port de Cherbourg, c'est quand même pas rien pour être en capacité à nous adapter. Et tout ce que nous allons mettre en place sur des coopérations portuaires va aussi nous permettre, je crois, d'être le plus opérationnel possible au service des entreprises et des EMR. Merci Sophie Gauguin. J'ajouterai, la stratégie export. Nous nous déplaçons beaucoup, l'institution en Normandie avec ONEM, et nous emmenons avec nous des entreprises sur les salons, parce que promouvoir l'ensemble des savoir-faire collectivement, c'est très important. Nous devons être des ambassadeurs de nos savoir-faire, et ça rejoint chacun dans nos territoires. Nous avons des belles compétences, et je crois que partout où nous pouvons aller les promouvoir au niveau international et européen, eh bien, nous marquons des pions. Et aujourd'hui, nous sommes aussi en capacité à pouvoir évoquer le numérique dans cette filière, parce qu'on le voit, les évolutions vont très très vite sur le numérique dans les matériaux, sur le numérique dans le suivi de la maintenance. Et nous avons aussi un pôle de compétitivité normand, le pôle TES avec la French Tech, qui regroupe Caen, Rouen, Le Havre, qui peut porter des projets au service des entreprises. Voilà. C'est l'écosystème normand au service des EMR. Merci Sophie Gauguin, merci surtout pour ce plaidoyer pour la formation, qu'elle soit initiale ou professionnelle continue. Agnès Langevin, on quitte les façades Manche-Mer du Nord et Atlantique pour aller voir ce qui se passe en Méditerranée et ce que vous attendez de tous les acteurs de la chaîne de valeur, y compris l'État. Peut-être, avant de faire part de mes attentes, peut-être vous communiquer ce que nous avons réalisé en Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, avec une illustration très concrète, puisque nous avons là ces attributions, ces appels à projets qui sont en cours d'instruction pour les fermes pilotes sur l'éolien flottant. Donc, je le disais tout à l'heure, au large de Gruissant et de Leucate. Donc, nous avons accompagné tout le processus. Alors, en amont, avec une concertation qui, de mon point de vue, a été exemplaire. Nous avons un outil en Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, qui s'appelle le Parlement de la mer,
qui est une instance qui a été mise en place en juillet 2013 et qui permet de réunir l'ensemble des acteurs maritimes, hein, qu'ils soient pêcheurs, élus locaux, usagers, nos plaisances, sports, etc., de loisirs. Et cette instance est composée en fait de deux piliers, une chambre qui rassemble une 150aine de personnes et un forum permanent où chacun peut partager et contribuer. Et donc ce Parlement de la mer a été associé à la définition des zones propices. Et ça a été extrêmement important dans non seulement évidemment l'acceptabilité du projet, mais aussi dans la mobilisation de tous les acteurs, des élus et des entreprises locales. Ensuite, nous avons accompagné les porteurs de projets aussi, avec une identification des activités. Hein. On a identifié plus de 450 activités qui pouvaient contribuer ou venir apporter la chaîne de valeur sur le territoire. Hein. On a fait des évaluations. À peu près 60% de la chaîne de valeur peut être apportée sur le territoire. Et ensuite, nous avons écouté aussi les porteurs de projets par rapport à leurs besoins, notamment sur l'installation portuaire de Port-la-Nouvelle. Nous avons un projet d'extension du port de Port-la-Nouvelle. Et là aussi, nous l'adaptons en fonction des besoins et des attentes des porteurs de projets. Et c'est un investissement qui n'est pas négligeable pour la région et qui aussi impose pour nous d'avoir une visibilité à long terme, puisque ça sera un investissement à hauteur de 250 millions d'euros. Ensuite, nous avons, de façon aussi pas autoritaire, mais volontariste, invité les porteurs de projets dès le lendemain de la clôture du dépôt, le 4 avril, à l'ADEME. Nous avons invité les porteurs de projets à nous communiquer, à venir échanger avec nous sur les dossiers déposés. Et nous analysons aussi de notre côté, sans interférence avec l'ADEME, mais nous analysons au regard de nos propres critères les offres déposées. Donc il y a eu un aller-retour permanent entre les porteurs de projets et la région. Et ça, je pense aussi que c'est extrêmement important pour améliorer aussi la compréhension entre les industriels et les collectivités. Plus globalement, les outils des régions pour accompagner le développement de la filière. Vous parliez de l'État planificateur, mais la région est aussi, au regard des compétences confiées par la loi NOTRe, est aussi planificatrice. Avec des schémas, donc vous en avez parlé, hein, le schéma régional de développement économique, de l'innovation et de l'internationalisation. Donc c'est un schéma que nous sommes en train de travailler. Et il y aura dans ce schéma un volet spécifique transition énergétique et énergie marine. Donc là aussi, ça nous permettra d'afficher et de flécher des moyens sur la filière que nous souhaitons voir émerger en Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. Ensuite, il y a un autre schéma qui est le SRADET, hein, le schéma régional de développement, le schéma de, je ne sais plus les lettres maintenant, l'aménagement durable du territoire, avec un volet littoral, où là aussi, nous espérons que ce volet littoral permettra un continuum mer et terre et une bonne concertation et une bonne association avec l'État et tous les acteurs concernés. Sur l'aspect financement, c'est vrai que dans la feuille de route de transition énergétique, il y a bien sûr les énergies renouvelables, il y a le deuxième pilier de la performance énergétique et de la rénovation, il y a le pilier gouvernance et il y a effectivement l'aspect financement avec les outils sur l'investissement ou sur le tiers financement. C'est d'ailleurs, et là je salue Françoise Coutan qui anime au sein de l'ARF le groupe de travail transition énergétique, où là la question du tiers financement et de l'ensemble des outils financiers sera travaillée, ce
qui nous permettra aussi de pouvoir échanger entre régions, parce que ce n'est pas des chantiers simples à mettre en œuvre. Pour la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, il faut en plus, dans le cadre de la fusion, fusionner et mettre en cohérence les dispositifs qui existaient déjà. Mais je pense que le travail des régions permettra peut-être d'exaucer le vœu ou la prédiction que faisait hier Bruno Léchevin sur l'inversion des courbes, EMR et EPR. En tout cas, c'est un vœu que je partage avec lui et je pense que nous y contribuerons toutes et tous. Merci. Merci Agnès Langevin pour ce clin d'œil final. On arrive à la fin de cette table ronde. Je voudrais donner 3 mots de la fin à la région qui nous accueille d'une part, à Jean-Louis Bal d'autre part, et puis monsieur, un tout petit mot de la fin, et puis également à Marc Lafosse, à qui je vais proposer de venir s'asseoir sur le siège Restez libre. Alors, Alain Rousset, le mot de la fin. On sait que vous attendez de l'État moins de jacobinisme. Tout le monde a envie de se lever pour aller déjeuner. Donc oui. moi, je ne faillirai pas à ce qu'on vient de convenir avec mon voisin et je pense avec Marc Lafosse. Je vous souhaite un bon appétit. Bon, d'accord. Alors, Tout à fait d'accord. Bon appétit. Bon, très bien. Alors, Marc Lafosse, en dehors du bon appétit, attention, il y a quand même des rendez-vous là à venir. Il y a l'inauguration du salon. Inauguration du salon et puis l'édition 2017. En présence des élus. En présence des élus. Et puis l'édition 2017 en Normandie. See You in Normandie 2017. Dont on va parler tout de suite sur l'inauguration du salon. Sur l'inauguration du salon. En suivant les élus auprès de tous les stands territoriaux qui sont nombreux sur ce salon. D'accord. Et puis vous n'oubliez pas à 14h la conférence de presse Pays de Loire-Bretagne qui illustre vraiment cette collaboration entre les différentes régions, loin chacune de vouloir être leader. Merci mesdames, merci messieurs d'avoir participé à cette table ronde.